Hello et bienvenue dans Layup, ton rendez-vous NBA, ton rendez-vous préféré. Deuxième vidéo consacrée au top 75 des meilleurs joueurs de tous les temps. Avant tout, pour commencer, vous avez été nombreux à réagir sur cette petite fourrure qu'il y a là. Et oui, c'est un chien. Alors là, on dirait qu'il est mort, mais non, il n'est pas mort. C'est un chien vivant. C'est Heidi. Heidi. Voilà. Figurant sur le plateau. Figurant sur le plateau et grande basketteuse. On a pris le parti de ne pas enlever les joueurs qui faisaient partie de la sélection en 1996 pour les 50 ans de la NBA, les 50 Greatest. Donc allez les voir, on va mettre les liens, c'est assez facile à trouver. Donc on ne revient pas sur les Magic, les Bird, les Jordan. On a décidé de rajouter 25 joueurs à cette liste déjà très prestigieuse. On a fait les 10 premiers. Les 10 premiers, c'était l'excellence grand cru. Et là, on enchaîne avec les 10 suivants. Et donc tout de suite, on enchaîne avec les 10 joueurs du premier cru classé. On commence tout de suite, donc ton premier joueur, on est d'accord, Ray Allen. Ray Allen, alias Jésus, oui. Jésus Shuttleworth. Egot Game, Denzel Washington de Spike Lee, grand film de basket. Oui. Donc Ray Allen, 1300 matchs en NBA, alors vite fait, il est déjà Hall of Fame, 10 fois All-Star, que 2 fois All-NBA, 2 fois champion NBA, et dans une All-Rookie Team. Oui, moi Ray Allen, pour moi, c'est la pureté du shooter, jusqu'à présent. Une élégance, sur son shoot en suspension. Une élégance, le joueur est élégant. De toute façon, c'était un très 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 beau joueur. Là, c'est pas qu'un shooter. Et Ray Allen, c'est pas simplement qu'un shooter. Bien sûr, on va saluer le shooter avant toute chose, mais c'est aussi un joueur complet, passé par les Bucks et par Seattle, et qui a montré de bien d'autres choses, notamment en termes de dunker, en termes de driver, en termes d'organisateur de jeu, et avec une élégance assez rare. Oui, dans ses premières années, c'était vraiment un joueur beaucoup plus complet, qui pénétrait beaucoup plus. Oui. Il a fait des concours de dunk, c'était... aller voir les highlights de Ray Allen dans sa jeunesse, oui, c'était pas juste le spot-up shooter de la fin, mais c'est quand même sa grande force. Un shooter d'excellence, une vitesse d'appui, une vitesse de bras exceptionnelle. Il a mis des shoots hyper importants. Et effectivement, ce titre... avec les Celtics, où il n'est plus que entre guillemets presque la troisième option de l'équipe. Absolument. Même s'il continue d'être All-Star et continue d'avoir un rôle hyper important. Et après, il rejoint Miami, ce qui lui a valu la haine de Rajon Rondo et de Kevin Garnett. Oui, à Miami, où il est encore capable de mettre le shoot que l'on connaît, et qui leur permet de ravir le titre, qui était, à mon avis, grand ouvert, donné à San Antonio. Le trophée était d'ailleurs sur le bord du terrain, et ils ont été obligés de le ranger. Ce shoot en reculant. Oui. Et d'ailleurs, il a souvent dit qu'en fait, c'était un shoot qui travaillait, à l'entraînement, où il était ligne de fond, et il se dépêchait de ressortir au plus vite, faire une passe, catch and shoot comme ça, donc c'est un shoot qu'il maîtrisait. Ouais. Je pense que c'était un bosseur, comme tu viens de le dire, justement. Alors, bien sûr, tous ceux qu'on va évoquer, ceux quand même des grands travailleurs, ils sont pas là par hasard, mais Ray Allen, tout particulièrement. Oui. C'était un Stakhanovich débarqué, quand même. Une hygiène de vie, il est resté... D'ailleurs, on voit des images de Ray Allen, il n'a pas bougé aujourd'hui. Oui, à l'heure actuelle, quand même, le plus de 3 points inscrits en carrière de la Ligue, de l'histoire de la Ligue, il est toujours devant Stephen Curry. À voir avec un volume de shoot comme les joueurs ont actuellement. L'an dernier, c'est quasiment 13 3 points, Curry tenté par match. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'il aurait pu maintenir une telle adresse, Ray Allen ? C'est pas sûr, parce que c'est aussi dur avec le volume, mais on peut penser qu'il en aurait mis en tout cas beaucoup plus. Beaucoup plus, oui, non mais c'est certain. Pour le prochain joueur de ce classement, j'ai un deuxième joueur européen, après Dirk Nowitzki, et qui d'ailleurs devient un sérieux prétendant au titre non officiel de meilleur joueur européen de l'histoire, en tout cas en NBA, Giannis Antetokounmpo. Oui. J'ai également mis Giannis Antetokounmpo, même s'il est presque même pas à la moitié de sa carrière, on peut dire. Il a des très belles années devant lui, mais il est déjà là. Il est déjà un peu dans les incontournables. À l'heure où on parle d'un joueur qui a 26 ans. À 26 ans, se fait quand même son palmarès. C'est 5 fois All-Star, champion 2021, 5 fois All-NBA, 4 fois All-Defensive Team, dans la All-Rookie Team, dans une All-Rookie Team en 2013-2014.
MVP du All-Star en 2021, défenseur de l'année en 2020, MVP des finales en 2021, Most Improved Player en 2017, 2 fois MVP de la saison régulière, et tout ça à 26 ans. Un joueur pourtant qui est arrivé, alors c'est le Greek Freak, un joueur qui arrive avec des qualités physiques, pareil, on parle de licorne, c'est exceptionnel, mais avec des qualités de basket ou des grosses lacunes, il a encore des grosses lacunes, mais on parlait de bosseur, un mec qui a énormément progressé. Comme basketteur, clairement, il n'était pas fini, quoi. Ouais. Il avait tout à travailler, tout à s'affirmer, mais par contre, il avait un physique à son service qui était exceptionnel, parce que pour le coup, et ça a donné le joueur qu'on connaît maintenant. Mais je crois que c'est un bosseur. Si j'avais à le caractériser, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, on va se répéter, mais vraiment, lui, il est parti de beaucoup plus loin que certains. Ouais. Il n'y avait pas le don inné, il n'y avait pas le geste inné. D'ailleurs, son shoot, toujours pas, qu'il a encore un peu modifié cette année, moi ce que j'ai vu d'ailleurs. Mais en bon, pré-saison, on a vu, voilà, un shoot intéressant. Mais bon, il avait tout à perfectionner, lui. Oui. Et voilà. Jusqu'à arriver à un double MVP meilleur défenseur. Il a déjà tout gagné. Il a déjà un palmarès même meilleur que certains joueurs dont on a parlé plus haut. Et ce qui est étonnant chez lui, c'est qu'il a encore une marge de progression. Et sachant côté humble aussi du bonhomme, qui se considère pas comme le meilleur joueur du monde. Il y en a qui n'en ont pas fait la moitié et qui sont déjà en train de proclamer qu'ils sont les meilleurs. Non, c'est assez impressionnant. Et puis, je pense que tu avais peut-être envie d'en parler. Finir un titre et gagner en mettant 50 points. Ouais, c'est ce que j'allais ajouter. Le dernier match, il met 50 points. C'est tout simplement énorme, parce que 50 points dans un dernier match de finale où vous gagnez, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui l'aient fait déjà d'une part. Non, c'est énorme. Mais je trouve ça, tout simplement impressionnant. Je pensais pas qu'il pouvait faire ça quand même, dans cette dimension. Surtout on l'avait vu en play-off, il avait du mal quand le jeu se resserrait, ne serait-ce que l'année dernière, avec une bonne équipe de Miami et tout qui l'attendait. Absolument. Et puis il a su s'adapter, puis sachant qu'il était légèrement blessé, paraît-il. Alors là, pour le coup, il n'a pas été blessé. Pas que paraît-il, on a vu son genou qui faisait. Mais après il est revenu. Je pensais que tout était réparé, mais non, il était resté avec cette blessure un petit peu comme ça. Et puis juste un tout petit truc sur Antetokounmpo. L'humilité. Alors on parle souvent d'humilité, mais quelquefois c'est intéressant, même si on aime un peu les grandes gueules aussi. Il a quand même été vu à Feur, dans une salle avec son fils, presque de façon anonyme, en train de venir voir jouer son frère. Je trouve ça très étonnant, très étonnant. Donc Giannis Antetokounmpo qui va continuer d'écrire sa légende et qui finira probablement tout en haut d'un classement, enfin peut-être pas tout en haut, mais dans vraiment le gratin du gratin de l'histoire de la Ligue. Il y a déjà un peu. Alors, je crois que ça y est, on n'est pas d'accord pour le prochain joueur. Je vous rappelle qu'on continue dans l'ordre alphabétique. Donc, je laisse la main à Chris, qui a un joueur à nous dévoiler. Oui, Carmelo Anthony. D'accord. Carmelo Anthony, qui est à mon avis à la fin de sa carrière, enfin du moins il est plus proche de la fin que du début, et puis qui a rejoint donc LeBron James aux Lakers. Je voulais saluer la qualité du scoreur, la qualité du numéro 4 que ça pouvait être, 3-4 on va dire, parce que maintenant, et puis sa longévité, parce que d'une certaine manière, il commence aussi à avoir un petit peu de bouteille, et on a vu que l'année dernière à Portland, avec le temps de jeu un peu limité qu'il avait, il était encore capable de faire des stats. Et puis, il a été le meilleur scoreur de l'équipe Team USA avant que Kevin Durant intervienne, mais là, c'était prévisible. Mais je voulais saluer avant tout, je pense, le joueur, la dimension du joueur, la dimension du scoreur que ça pouvait être. Voilà. Je pense qu'il est assez exceptionnel. Il est dans toutes les stats des scoreurs de tous les temps. Je crois qu'il est rentré dans les 10 dernièrement. C'est pas anodin. Et puis voilà. Donc pour moi, j'en fais un joueur à part. Non, il n'est pas à part, mais il reste un des plus purs shooters 4 que je connaisse. Il a un shoot qui est assez exceptionnel. Il a un très beau shoot d'ailleurs. Et un volume de jeu, parce que il pénètre, il sait jouer de son corps, il shoot à 3 points, il shoot à mi-distance, exceptionnel. Sur pas grand-chose, il est capable d'une lecture de son défenseur comme ça sur 2-3 feintes à mettre le mec et à lui shooter sur le nez de façon exceptionnelle. Absolument. Très très beau shoot aussi. Sans bouger les pieds, il se lève et il marque. Non. S'il pouvait rajouter une bague avec LeBron aux Lakers, là ça couronnerait effectivement une carrière de toute façon exceptionnelle. Oui. Souvent critiqué.
Oui, parce que bon, un peu, quelquefois dilettante, quelquefois personnel, quelquefois qui joue lui pour le coup, pour évidemment. On a eu l'impression maintenant les dernières années à New York où il jouait plus pour faire les stats et pour son scoring personnel que pour éventuellement faire gagner l'équipe. Il avait peu apprécié le petit moment l'Insanity du côté de New York. Je pense qu'il aime bien quand même il aimait bien avoir les lumières braquées sur lui. C'était peut-être pas un hasard s'il trouvait plus de place en NBA aussi. Et je pense que c'est un très très grand joueur, mais peut-être pas l'âme d'un leader. D'ailleurs, de toute façon, on l'a vu, d'un leader d'une équipe qui va au bout. En même temps, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, je suis d'accord. Moi, je le place, c'est le joueur intrinsèque, hein, point, c'est tout. Effectivement, au-delà de ça, mais ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel au niveau du scoring et au niveau du jeu. Étonnamment, qu'une seule fois meilleur scoreur, d'ailleurs, en 2013. Oui. 6 fois All-NBA, 10 fois All-Star. Il se fait voler le titre de rookie de l'année par LeBron James aussi, parce que son équipe de mémoire, je crois qu'ils vont en play-off cette année-là. En tout cas, il a un bien meilleur bilan que les Cavs de LeBron. Avec Denver. Avec Denver. Il score un tout petit peu plus. Il fait moins de passes, mais cette année-là, il méritait en tout cas tout autant que LeBron James ce titre de rookie de l'année. C'est dire, parce que LeBron, c'était déjà très très costaud dès son année rookie. Non, un grand joueur. Un membre du Banana Boat. Et on va voir le rôle qu'il peut avoir aux Lakers. On se doute qu'il va pas non plus jouer 35 minutes par match. Mais si, effectivement, il pouvait gagner, là, il peut peut-être encore passer à un autre niveau, en tout cas. Enfin, toujours est-il que tu ne le mettais pas. En tout cas, pour moi, non, il fait pas partie de cette caste-là. Bon. Alors, qui en fait partie? Merci aux fans de Carmelo. Et donc, pour moi, celui qui en fait partie, encore un Européen, le troisième déjà depuis qu'on a commencé ces 2 vidéos. Il s'agit de Pau Gasol, le néo-retraité. Pau Gasol, on parlait de grande classe aussi, là je pense qu'il y a un sacré bonhomme. Le lieutenant de Kobe aux Lakers, le grand capitaine de l'équipe d'Espagne qui nous a fait tant de mal. Comme disent les trash talk, le maire de Villeneuve-d'Ascq, parce qu'il nous a défoncé là-bas, je sais pas si tu te rappelles, il met 40 et quelques points, en demi-finale de l'Euro pour nous sortir à domicile. De notre Euro. Voilà. Merci de bonne guerre, on les avait éliminés en 2014 chez eux. Très 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 grand joueur, 6 fois All-Star, 2 fois champion NBA, 4 fois All-NBA, rookie de l'année en 2002. Pour un Européen, c'est... On l'oublie, ouais, c'est vrai. Ce serait pas le seul d'ailleurs. À voir. Dans les Européens, je pense que c'est le seul. Une longue carrière, plus de 1200 matchs, c'est quand même... et sur 1200 matchs, c'est 17 points, plus de 9 rebonds, plus de 3 passes, à 50% au tir. Un joueur qui était déjà capable de shooter extérieur. Un intérieur qui fait plus de 3 passes en carrière, c'est pareil, c'est exceptionnel. Dans la famille Gasol, d'ailleurs, je pense que c'est assez inné. Sa carrière internationale a été tout bonnement formidable. Il a tout gagné. Il a tout gagné, sauf les JO, où il a 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. Oui, moi je salue aussi le bonhomme, la proximité avec Kobe Bryant, c'est vrai, qui était assez touchante quand même le lien qu'il a gardé avec la famille derrière. Mais enfin bon, ça c'est un peu extra sportif. C'est une affection qui s'est construite sur le terrain. Il y a des anecdotes. Oui. En 2008. Donc c'est les États-Unis, la fameuse Redeem Team qui battent les Espagnols lors probablement du plus beau match de l'histoire du basket FIBA. Retour en pré-saison, donc avec Pau Gasol qui était arrivé aux Lakers la saison d'avant, en cours de saison, et qui avait perdu en finale contre les Celtics. Et il faut le dire, qui avait eu beaucoup de mal face à la raquette Perkins-Garnett. Un peu aussi de Big Baby dedans qui sortait du banc. Il avait eu beaucoup de mal, notamment en dureté. Et Kobe, il était arrivé au training camp, il avait mis sa médaille d'or dans le casier de Pau Gasol pour lui dire, écoute, l'année dernière, t'as tout perdu. Donc maintenant, cette année, tu as gagné. Et j'ai l'impression que il a évolué en dureté. On l'a vu transformer quand même. C'était pas le Pau Gasol la finale contre Dwight Howard, il lui tient tête vraiment, alors que le Dwight Howard d'Orlando, faut se le manger quand même. Oui. Et puis la revanche contre les Celtics l'année d'après, où il gagne, et avec un très très grand Pau Gasol, où ça reste le lieutenant de Kobe Bryant, mais c'était le lieutenant plus sous bien sûr Phil Jackson, qui était tranquillement redescendu après avec l'arrivée de Dwight Howard, il y a eu un peu de bordel aux Lakers, mais qui revit quand il va aux Bulls. On a tendance à l'oublier. Ouais, c'est vrai. 2 fois où il est All-Star à chaque fois en 2 saisons avec les Bulls, où il finit fort. Ouais, c'est vrai qu'on l'oublie ça. Et puis pour moi, c'est un des plus grands pivots passeurs qu'il existait. Il a commencé 4 d'ailleurs à l'époque. Qui avait une intelligence de jeu qui est dans la lignée, j'allais dire, de Sabonis.
de ce que pouvait être Sabonis en fin de sa carrière et ce qu'est Jokic maintenant. Enfin, ça fait partie de ces grands. D'ailleurs, ils sont tous plus scoreurs peut-être. Tous un peu plus scoreurs, oui. Ils sont tous européens, quoi, c'est à souligner, mais ça fait partie de ces joueurs intelligents qui ont un QI basket. Vous les mettez sur un terrain et tout de suite, ça vous change un peu le jeu. Même si c'est pas des passeurs, ils sont organisateurs de jeu de par leur présence, leur positionnement et de par leur intelligence. Donc on vient de le dire. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais été surpris. J'avais vu une déclaration de Westbrook qui dit qu'il a longtemps admiré le jeu de Pau Gasol parce qu'il était extrêmement complet et tout. Et avant qu'il arrive, ou alors sur ses premières années, il trouvait que c'était un joueur. Alors pourtant, ils ont des jeux très différents. C'est peut-être le côté complet quand même des deux, mais bon, comme quoi il a influencé vraiment très largement, au-delà même de notre vision européenne du basket. C'est un joueur qui s'est imposé d'entrée, un rookie de l'année quand il arrive là-bas, il est hyper fort. Alors il perd un peu pas mal de saisons avec Memphis, mais derrière, super carrière, grand bonhomme, il peut quasiment tout gagner. Pour en revenir à ce qu'on disait, Nowitzki, plus grand européen de NBA, avec Pau Gasol, ça se joue aussi. Ça se joue. Parce qu'il y a le titre, il y a pas mal de choses. Et au niveau international, par contre, Pau Gasol... Ouais. En NBA, je mettrais un petit plus sur Nowitzki quand même pour les accomplissements individuels. Et puis quand même avec Dallas, c'était pas mal, les finales de finale. Et puis il est à chaque fois franchise player, Nowitzki. Ce qui change de Gasol. Que Pau Gasol n'est pas, mais bon. On le met quand même très haut puisqu'il est quand même dans cette liste des pour nous classés. Il est ici, il est incontournable. Prochain joueur, toujours par ordre alphabétique, et je crois que Chris, tu es un joueur que moi je n'ai pas. Dwight Howard. Alors joueur polémique un peu parce que je ne cache pas qu'il y a des moments où on a l'impression qu'il est idiot, donc excuse-moi Dwight, mais néanmoins, ce joueur a été 3 fois meilleur défenseur de l'année. C'est un des meilleurs rebondeurs de ces 20 dernières années. Oui. Il a emmené son équipe en finale alors qu'il était un jeune pivot. Et il était extrêmement dominant, quoi. Pour en finale, les billets, j'entends. Donc, on ne l'a pas revu depuis. Oui, c'est ça. Malheureusement, on l'a pas revu depuis. Quand même son équipe en finale. Ouais. Voilà. Et ce qui me fait mettre Dwight Howard maintenant, c'est que les piges qu'il fait maintenant dans différentes équipes, premièrement, il est champion avec les Lakers, faut pas l'oublier, et les différentes piges qu'il fait dans chaque équipe, Dwight Howard, il tire son épingle du jeu, il fait un excellent travail. Et il montre encore qu'il a un physique hors norme. Je fais son palmarès. Allez. 8 fois All-Star, 5 fois meilleur rebondeur, 2 fois meilleur contreur, champion 2020, 8 fois All-NBA, 5 fois All-Defensive Team, dans la All-Rookie Team en 2005, et 3 fois défenseur de l'année, ce que tu disais tout à l'heure. C'est quand même pas mal. 12 rebonds de moyenne en carrière, il approche les 1200 matchs. Voilà, c'est pour tout ça, je crois que ça résume bien exactement pourquoi moi je le place dans cette liste-là. Voilà, Dwight Howard, quoi qu'il soit en tant qu'homme, mais malgré tout, le joueur de basket, il est là, il est présent, il mérite sa place. À mes yeux. Bientôt 36 ans, et toujours une forme physique. Il a eu beaucoup de pépins au dos, etc. Il s'est un peu perdu quand il a demandé son transfert d'Orlando, parce que c'est vrai qu'au début, c'était tonitruant. Et des highlights, moi je me souviens, un des trucs les plus marquants, c'est quand il est en Superman pour le concours de dunk. Et il a fait des choses qui étaient assez incroyables. Pour un pivot, déjà les pivots au concours de dunk, ça ne fait pas forcément rêver, mais là c'était chouette. Non, puis si on enlève toutes les petites scories à côté du personnage, je pense que le joueur de basket reste exceptionnel quand même. Ça reste physiquement quelqu'un qui était un peu hors norme. Surtout physique. Et c'est pour ça que je l'ai pas mis, moi. Je trouve que dans ce gratin-là, désolé Dwight, tu n'y es pas. Peut-être trop unidimensionnel. D'ailleurs, on le voit dans le basket moderne, on a un peu plus de mal à l'utiliser en attaque, par des rebonds offensifs. Il n'a jamais développé de petits shoots à mi-distance ni rien. Il a même pas... on va le comparer à un moment donné, avec le Shaq. Il a ni la vision du jeu du Shaq, bien sûr que non, ni le petit toucher qu'avait le Shaq tout autour de la raquette. Il faisait pas que dunker. Lui, il faisait à peu près que dunker. Cela étant, juste par rapport, même avec tous les défauts que tu évoques là, et puis les qualités qu'on met en avant par rapport à tout ce qu'on évoque autour du joueur, la qualité physique, il a quand même réussi à avoir des stats personnels, à réussir dans certaines catégories et à emmener une équipe en finale. Donc c'est pas banal non plus, je veux dire. Donc il y en a d'autres grands aussi qui ont des qualités, qui ont des petits shoots, des choses comme ça. On les a jamais vus comme lui. Ouais. Je sais pas, tu peux prendre des André Jordan, des gars comme ça, tout ça. Voilà. Donc ça reste, lui, il reste un peu un ton dessus, quoi. Donc il reste dans les pivots qui ont marqué leur époque. Et puis les rebonds, quoi. Ouais. Donc voilà, pour moi. Bon.
Ok. Défenseur quand même. Hein. Oui. Je dois avouer d'ailleurs, pour faire une toute petite parenthèse, c'est vrai que dans nos classements, on va dire que l'attaque a quand même elle prend un peu le pas sur la défense. Oui, souvent. En même temps, c'est un sport, on doit mettre les ballons dans le panier à un moment donné. Hein. Aussi. Pour le prochain joueur, je crois que tu vas parler d'un joueur que moi j'ai mis dans mon top précédent. Il s'agit de Jason Kidd. Oui. Donc on va pas en reparler. Non. Allez voir la vidéo précédente. La vidéo précédente où on évoque en long, en large toute la carrière de Jason Kidd. Donc Jason Kidd qui effectivement n'était pas la première sélection, mais que évidemment je mets dans les 25 parce que deuxième meilleur passeur et intercepteur de l'histoire, donc champion avec Dallas. On refait pas son histoire, mais Jason Kidd était là aussi pour moi, voilà. D'accord. Alors on enchaîne, peut-être que je vais enfin pouvoir dévoiler un joueur que tu n'as pas. Kawhi Leonard. Je l'ai. Ok, donc un joueur actif, Kawhi Leonard, un défenseur, tiens, on en parlait, 2 fois des meilleurs défenseurs. Oui. Rapidement, 5 fois All-Star, meilleur intercepteur en 2015, 2 fois champion NBA, 5 fois All-NBA, 7 fois All-Defensive Team, il est dans une All-Rookie Team en 2012, il est MVP du All-Star Game en 2020, il est 2 fois meilleur défenseur et il est 2 fois MVP des finales avec les Spurs et avec Toronto. Kawhi Leonard, à un moment donné, peut-être le prototype du two-way player le plus fort de la ligue. Oui. Qui, quand il n'est pas blessé, le reste. Voilà, c'est un peu moins bien en défense quand même. L'année dernière, on le voit plus aussi bon défenseur qu'il a été. T'as raison. Est-ce qu'il le redeviendra, c'est pas sûr. Écoute, moi j'ai l'impression qu'il est quand même un peu victime justement de ses blessures à répétition, qu'il l'arrête, il n'a pas le rythme, tout ça, et donc défense. Qu'il ne le retrouve plus. Tu sais que défenseur, il faut les moyens physiques, mais c'est dans la tête. Ouais. Et à un moment donné, si jamais tu commences à avoir des problèmes, des pépins physiques, tu les crains, tu les appréhendes un petit peu, t'es pas complètement en possession de tes moyens, difficile de redevenir le défenseur que tu étais. Mais ça reste quand même un défenseur de première catégorie, quoi. Donc pour moi aussi, Kawhi Leonard, incontournable dans ceux qui seront, à mon avis, dans les 25. Oui, et qui est actuellement encore dans les meilleurs joueurs de la ligue, hein. Ouais. Donc qui risque de gagner des matchs, de continuer de marquer des points, de défendre fort. Avec les Clippers, ils ont une équipe qui est taillée pour le titre, hein, quand il est là. Malheureusement, cette saison, on ne sait pas si on va le voir, en tout cas on ne le verra pas sur le début de saison. Un joueur qui est souvent blessé, ça va quand même être un vrai problème et peut-être un frein à la suite de sa carrière, effectivement, parce que c'est quand même un joueur qui est hyper physique, hyper dur. Oui. C'est un robot, hein, le mec. Il a une intelligence défensive, même sur l'homme. Oui. Ça, c'est étonnant, où on a l'impression qu'il anticipe les mouvements de balle, les changements de direction. C'est un excellent défenseur sur l'homme, peut-être un des meilleurs qu'on ait vu depuis très très longtemps, et qui a développé un jeu d'attaque. Tu parlais de mecs qui ont progressé. Lui, quand il est arrivé dans la ligue, je sais que Popovich en faisait le futur des Spurs. On avait un peu du mal à le croire. En fait, si, hein, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Oui, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. D'ailleurs, il oscille dans le classement, c'est en fonction de ses blessures et non pas en fonction des résultats. On avait même l'impression à un moment donné que quelle que soit l'équipe où il tombait, ils allaient être champions. On a un peu anticipé. Mais cela étant, il y avait quelque chose de vrai dans tout ça. Ouais. Il apporte énormément à une équipe, et puis juste toute particularité chez lui, regardez la longueur de bras et la longueur de ses mains. Moi, le défenseur, ça, lui, il dunk, il a moins à sauter que les autres. Hein. Mais non, joueur fabuleux, défenseur hors norme, et qui a toute sa place dans ce classement. 30 ans en plus, on peut penser qu'il a encore des très belles années devant lui. Hein. J'espère. On enchaîne avec un nouveau joueur, et puis après Steph Curry et après Ray Allen, est-ce que ce serait pas le 3e plus grand shooter de l'histoire à l'heure actuelle, hein? Parce que ça peut bouger. Changer, hein. Ouais. Reggie Miller. Reggie Miller, on a tous les deux mis Reggie Miller, effectivement. Carrière entièrement jouée Indiana. On parlait de fidélité, encore un autre. Voilà, encore un fidèle, oui. Qui a été le meilleur shooter de l'histoire avant d'être doublé successivement par Ray Allen et par Steph Curry. Uniquement 5 fois All-Star, c'est étonnant. 3 fois All-NBA, en même temps il a joué à une période où c'était très très compliqué sur son poste et dans une conférence où il y avait un certain Michael Jordan qui dominait un petit peu tout. C'est ça. Il y a d'ailleurs des très très belles séries de playoffs contre les Bulls. En 98, là, en finale de conférence, ça joue en 7 matchs. Et on le voit rentrer presque dans la tête de Jordan. Hein. Sacré joueur, un winner, un vrai. Hein. Ouais. Peut-être, allez, si on devait les comparer avec un Ray Allen, peut-être intrinsèquement un moins bon joueur de basket, en tout cas moins physique. Par contre, au niveau de la mentalité et tout, un tueur. Un tueur sur complètement.
Il développait un jeu comme ça, agressif, sans être agressif sur l'homme, c'était pas ça, mais agressif dans l'intention. Il était un joueur exceptionnel. D'où le surnom d'ailleurs, c'est le Nick Killer, parce qu'en play-off au Madison Square Garden, il a fait une des prestations les plus incroyables de l'histoire. Ben, c'est pas difficile. 8 points en 9 secondes. Voilà. Bon. Donc allez voir, hein, c'est rapide. Il a éteint une ville entière tout seul. À coup de shoot à 3 points, il fait une interception, il recule un peu pour aller shoot à 3 points. Ça ne veut rien dire, c'est exceptionnel. Il était capable de choses... Là, c'était surréaliste. Hein. Mais ça définit extrêmement bien tout ce qu'on vient d'évoquer sur Reggie Miller. Ouais. Le tueur, le shooter, la qualité du jeu, la qualité du shooter, évidemment, avant tout. Mais ça, je pense que ça le résume parfaitement. Ouais. C'est 8 secondes, c'est Reggie Miller. C'est ça. Voilà. Et une mentalité qui s'est formée étant jeune, hein, parce qu'il y a deux choses. Hein. Déjà, sa sœur était considérée à un moment donné comme la meilleure joueuse de l'histoire. Et donc, on lui disait de toute façon, on ne sera jamais meilleur que ta sœur. Et d'ailleurs, il se faisait botter les fesses par sa sœur qui est un peu plus vieille sur le playground familial. Et deuxième chose, il avait des graves problèmes, je crois que c'est aux genoux, aux jambes, et c'était limite un peu comme Forrest Gump. Hein. À un moment donné, on lui disait qu'il allait limite pas marcher normalement. Le gars a fait une carrière de 18 saisons, en NBA. Donc, quand même une force de caractère. Absolument. Et qui se montrait sur le terrain avec, effectivement, il était gros comme ça. Ah oui, il avait une morphologie assez étonnante. Et un shoot, d'ailleurs, pas très académique non plus. Non, mais bon, c'est un superbe joueur. Et puis, qui s'est converti, et c'est certainement un des commentateurs les plus intelligents aussi sur la NBA, quand même. Alors, pour continuer, moi, j'ai un joueur que tu avais un petit peu plus haut, donc dans la précédente vidéo. Je vous invite à la visionner. Hein. Il était chez toi vraiment dans l'excellence. Et moi, il est un tout petit peu en dessous. C'est Steve Nash. Pénalisé, je dois le dire, par son aspect défensif et par sa réussite collective. Jamais une finale NBA. C'est quand même un peu dommage quand on arrive à ce niveau d'excellence. Enfin, des petits détails. C'est pas un petit détail. Mais malgré la qualité du joueur, la qualité du shooter, la qualité du passeur, 3e meilleur passeur de tous les temps, des saisons en 50, 40, 90, une virtuosité, et pourtant avec un physique presque de monsieur tout le monde. Steve Nash, le Canadien, un très très grand joueur, je le place quand même ici. Bon. Allez voir la vidéo précédente pour en savoir un petit peu plus. Alors on continue. Eh bien, moi, j'ai encore un meneur de jeu, d'ailleurs, à cette place-là. Oui, moi aussi. Et puis, bon, je vois qu'on a le même. Oui. Alors, il est bon à rappeler qu'on ne s'est pas concerté. Non, absolument pas. Du tout. On a fait chacun de notre côté. Mais vraiment. Hein. Et en plus, selon, après, notre sensibilité par rapport à certains joueurs, où des fois, c'est difficile de départager à ce niveau d'excellence. Oui, complètement. Bon, il y a une culture commune, on ne va pas vous le cacher, bien évidemment. On discute souvent de tous les joueurs, de tous les matchs, de tous les jeux, les façons d'être, etc. Mais voilà, on est retombé sur une liste quasi commune, et c'est, voilà, c'est des choses qu'on partage. Et donc, le joueur... Cocorico, Tony Parker, le meilleur joueur de l'histoire de notre pays. Ouais. Pour nous, mérite sa place dans ce top 75. La place qu'il a tenue quand même dans une franchise comme les Spurs pendant 17 saisons. Popovic, qui dès sa saison rookie décide d'en faire son meneur titulaire, qu'il le maintient en place, qui a été très très dur avec lui, mais qu'on a fait un joueur extraordinaire. 6 fois All-Star, donc 4 fois champion, 4 fois All-NBA, dans une All-Rookie Team, et en 2007, le premier Européen MVP d'une finale NBA. Ne serait-ce que pour ça... on a parlé de Nowitzki, on a parlé de Antetokounmpo, bien ils l'ont fait après Tony Parker. Ils l'ont fait après Tony Parker, et pour l'instant, ils n'ont pas égalé Tony Parker au niveau des titres. Donc voilà, bon, mais le Cocorico, je crois qu'il ne faut pas hésiter, il faut avoir le scrupule à le crier haut et fort. Moi, Tony Parker, en qui plus est, je reviens au jeu de Tony Parker, et souvent on en parle, ça devait être à un moment donné le meneur le plus rapide de la ligue. De la ligue. Et dans une ligue de Formule 1 déjà. Hein. Oui. Donc imaginez il a été phénomène. Repassez-vous des vidéos de Tony Parker, c'est tout bonnement exceptionnel. Il a un premier pop avec une finition qu'on connaît bien un peu là, avec son spin move. Son flotteur, qui est devenu son flotteur. Qui n'était pas très développé à l'époque dans la ligue. Maintenant, tout le monde en fait. Tout le monde en fait, voilà. Un joueur qui a développé un shoot, pareil sur le tard, mais qui était surtout un joueur en percussion, qui avait une telle vitesse et puis une dextérité près du cercle qui était exceptionnelle. Et qui est 100% formation française quand même. Complètement. Qui a été le meneur titulaire de la meilleure époque des Spurs. Faut pas l'oublier, de la grande époque des Spurs. Hein. On parlait tout à l'heure du titre de 2014, alors vraiment le Spurs basketball, c'était remarquable. Et c'était Tony Parker qui était titulaire. Et je pense qu'en 2013, s'il n'y a pas le shoot de Ray Allen, allez voir les matchs.
il est possible qu'il aille gratter un deuxième titre de MVP. En tout cas, ça se serait joué de peu avec Duncan. Ça s'est pas produit, mais bon. Il est champion d'Europe avec l'équipe de France en 2013. Aussi. Il a ramené le basket presque. Enfin, il a amené le basket français à un autre niveau. Oui. Alors avec une génération exceptionnelle, les Boris Dio, etc. Mais c'était lui la vitrine, et ça l'est toujours maintenant en tant que président même de l'Asvel, qui ramène l'Asvel en Euroleague. C'est quelqu'un qui fait vraiment beaucoup pour le basket français en plus. Pour résumer, je pense que Tony Parker reste sans jouer le leader du basket français. Oui. Encore maintenant. Alors, c'est notre Jordan français, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il redonne au basket, c'est lui qui le dit lui-même, il redonne au basket ce que le basket lui a apporté. Et en France, moi, je trouve ça, il est remarquable. Il n'a jamais manqué une seule sélection dans l'équipe de France depuis les équipes cadets, je crois, où il jouait déjà en équipe de France. Il a continué par la suite. Champion d'Europe junior, d'ailleurs, l'aventure commence un peu. Oui, en junior, voilà. Bon, donc Tony Parker, pour nous, la phrase consacrée avait toute sa place dans cette sélection. Oui. Alors, étant donné, Chris, que tu as dévoilé plus de noms que moi, c'est un peu à moi de prendre la main. Et j'ai un joueur que tu n'as pas sélectionné et qui, pour moi, mérite d'être dans ce top 10. C'est Gary Payton. Meneur, on se souvient surtout de la grande époque des Seattle Supersonics. Un petit point quand même, il est Hall of Famer, 9 fois All-Star, meilleur intercepteur 96, champion en 2006 avec Miami, 9 fois dans une All-NBA, 9 fois dans une All-NBA défensive, All-Rookie Team en 91 et défenseur de l'année en 96, qui est extrêmement rare pour un meneur, il faut l'avouer. D'ailleurs, depuis, je crois qu'il n'y en a pas eu. Et probablement le meilleur défenseur à ce poste de l'histoire. The Glove, d'ailleurs, le gant. Quand il était sur toi, tu pouvais rien faire. Mais pas qu'un défenseur, parce qu'il faut pas l'arrêter à ça. Un trash talker, un des plus chiants de l'histoire. On va donner aussi ce titre-là. Mais aussi un mec capable de tourner en 20 points, 10 passes, qui a mené son équipe en finale contre les Bulls. Grosse défense contre les Bulls. Apparemment, Jordan dit qu'il n'a pas trop été gêné, mais quand on revoit les matchs, d'ailleurs, c'est statistiquement en points et en pourcentage la plus mauvaise de Jordan. Quand même, c'est pas rien. Non, un défenseur d'élite, un leader, qui a su apporter encore un petit peu au titre de 2006 avec Miami. Alors, il sortait du Mans, c'était plus la même chose, mais qui a été gratté sa bague. Et puis une grande gueule, quoi, un trash talker comme il y en a plus trop, qui représente bien ces années-là, je trouve. Oui, il a toute sa place également. Gary Payton, moi, il est un peu passé sous les radars, je dois reconnaître. Tu l'as pas? Je l'ai pas. D'accord. Voilà, je l'ai pas mis. Et puis, il est pas dans ma liste, mais il aurait pu y être. Tout ce que j'adhère complètement à tout ce que tu viens de dire sur Gary Payton. Mais bon, il m'a pas paru évident qu'il y soit avant ceux que j'ai mis. Bon, c'est comme ça. Ouais, ne serait-ce pour le côté affectif et spectacle, aller voir les contre-attaques avec son compère Shawn Kemp, les alley-oops qu'il pouvait y avoir entre Gary Payton et Shawn Kemp, c'est des images qui ont plus de 20 ans, et ça a très 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 bien vieilli, la violence des choses, les passes contre la planche, etc. Enfin, c'était un duo iconique. Alors c'est peut-être aussi parce que c'est une des périodes où moi j'ai découvert le basket, mais Gary Payton fait partie quand même de toute façon, de l'histoire. Il fait partie des grands. Donc, si mes calculs sont bons, tu n'as peut-être pas ce joueur, mon cher Chris. The Truth. Paul Pierce. Pas pareil, mais il a quasiment fait toute sa carrière à Boston, enfin, une bonne partie de sa carrière à Boston, champion et MVP des finales en 2008, 10 fois All-Star quand même, 4 fois All-NBA, dans la All-Rookie Team, quasiment 20 points de moyenne en carrière. Un grand bonhomme, un grand joueur d'une des plus grandes franchises, si ce n'est la plus grande avec les Lakers. Je trouve qu'il méritait d'être à ce niveau. Et pareil, un gagneur, quand il a été suffisamment entouré, on l'a vu, il a pris l'équipe, le leadership sur ses épaules, malgré le fait qu'il y ait quand même Garnett et Ray Allen. Et puis, ils se sont mis tous au diapason. Et mine de rien, Boston, pendant quelques saisons, avec Doc Rivers. D'ailleurs, Doc Rivers leur doit sa carrière. Complètement. Aujourd'hui, il a quand même pas encore prouvé autre chose. Mais et puis pareil, tu parlais de Carmelo Anthony dans la première vidéo, mais je trouve que Paul Pierce techniquement comme attaquant c'était assez exceptionnel. Oui, moi j'aime beaucoup. Dans le même genre de registre d'ailleurs. Oui, non, tu as raison. Alors je l'ai pas mis là, mais
pour moi, il en fait partie, évidemment, Paul Pierce, de toute évidence. Et puis, et dans cette équipe de Boston, c'était lui le patron, quand même, faut pas oublier. Il fait MVP des Finals, c'est pas par hasard, alors qu'il est entouré de Ray Allen et de Garnett, quand même. Exactement, qui sont encore dans leur prime, pratiquement. Ouais, complètement. Hein. Et même par la suite, à Brooklyn, justement, quand il part avec Kevin Garnett, il continue de tenir la route. Je m'en souviens qu'il met un shoot important, je crois, c'est pour éliminer les Raptors à l'époque. Et ensuite, même à Washington, on a tendance à l'oublier, mais il tenait encore plutôt bien la route. Bon, Clippers, à la fin, non. Mais non, très très belle carrière, très grand des vacances à Los Angeles. Là. Oui, c'est ça. Il est originaire de Los Angeles, pour ce mec de Boston, d'ailleurs, c'est un comble. Oui. Mais non, très grand joueur, un Folland, un roublard, très technique, un des premiers à se foutre dans les bras des joueurs là, après la fin. Je trouve qu'il était très bon là-dessus. Depuis, ils le font tous. Depuis, ils le font tous. Mais très surprenant, tu as raison, d'aller près du joueur, etc., en se disant il est lent, il va jamais y arriver. Puis techniquement, il passait. Il avait besoin de 2 cm et hop, pour faire la différence. Et il shootait sur le nez des joueurs. C'est ça. Un de ses héritiers n'est-il pas Doncic? Il y a des fois dans il y a un côté comme ça. Ouais. Alors pas dans le côté vision du jeu, mais dans ce côté shoot. Et la façon de se servir de son corps, de son gros cul, on peut le dire. Aussi. Et effectivement, il y a un peu de ça. Donc pour moi, Paul Pierce méritait de figurer dans cette deuxième vidéo. Il y a donc. Alors, je vois que, comme la Ligue, tu as été dur avec ce joueur qui fait pourtant partie du gratin de l'histoire. Il a été joueur peut-être de la meilleure équipe de tous les temps. C'est le meilleur rebondeur de tous les temps pour moi. C'est un des joueurs les plus fous aussi de tous les temps. C'est Dennis Rodman, qui a été d'ailleurs injustement écarté de la liste des 50, parce qu'en 96, il aurait déjà dû y être. Il est quand même Hall of Famer, juste 2 fois All-Star, pareil, c'est n'importe quoi. 7 fois de suite meilleur rebondeur. Et puis je vous laisserai aller voir les moyennes, c'est pas une faute de frappe, il y a bien des années à 18-19 rebonds par match, sachant qu'il est annoncé à 2m1. Donc, oui, ça reste exceptionnel pour la taille. Ouais. Voilà. Et il jouait en même temps que Pat Ewing, Olajuwon, Robinson, 2 fois champion avec les Pistons des Bad Boys, là où il s'est formé un caractère bien trempé aux côtés d'Isaiah Thomas et sous Chuck Daly. Bill Laimbeer. Et ensuite, il a été... Bill Laimbeer. Et ensuite, il a été récupéré par les Bulls de Phil Jackson, qui prennent un peu un risque à l'époque, dans une franchise quand même plutôt ordonnée. Et pour aller faire le 3e larron à côté de Pippen et de Jordan, ça a donné 72 victoires l'année où il arrive. 3 titres d'affilée. Encore une fois, 3 fois meilleur rebondeur. Un défenseur incroyable. Il faut se souvenir que quand il était aux Pistons, en finale, c'est lui qui défend sur Magic Johnson. Après, il a défendu sur Michael Jordan aussi. Il l'éteignait quand il jouait les Bad Boys contre les Bulls. Et il a fini sa carrière, il était capable de défendre sur Karl Malone, sur Shaquille O'Neal. C'est un des meilleurs défenseurs de l'histoire, qui a fini plus intérieur et qui a commencé plutôt sur les lignes extérieures. Un fou, faut quand même le dire. Allez lire les anecdotes, il y en a des centaines. Regardez The Last Dance pour avoir un aperçu. Mais qui fait partie de l'histoire de la Ligue, quoi. Oui, à juste titre, non, mais tu as raison. C'est vrai que Dennis Rodman, moi, il n'est pas là, mais il sera peut-être après. Mais de toute façon, il est évident qu'il devait faire partie d'une sélection des meilleurs joueurs. Mais des jeux hors normes. Quand tu dis hors normes, là, pour le coup, ça tout parce que là... C'était même pas... C'était vraiment un basketteur pas du tout complet. Non. Pas un beau basketteur. Il sentait bien le jeu, néanmoins. On l'a vu dans l'attaque en triangle avec les Bulls, refait tout des matchs, ça jouait bien. Ah, puis t'es pas rebondeur comme ça, sans avoir un sens du placement, une vision du jeu. Il avait un QI du rebond, quoi, exceptionnel. Il savait, il voyait la trajectoire où allait tomber le ballon. Oui, et puis le personnage. The Worm, le ver de terre, parce qu'il arrivait à se faufiler pour aller gratter les rebonds. Et puis il mettait la tête où toi tu mets pas les pieds, quoi. Ah, c'est ça, oui, tout à fait, voilà. Donc un personnage hors norme, mais c'est vrai que son côté perso là, avec les frasques l'ont peut-être un petit peu desservi certainement parce qu'effectivement. Mais connu du grand public par contre. Il était dans des films. Je pense qu'à une époque dans les années 90, il était plus connu que certains joueurs qui étaient stars, etc. Ça a été une star. En plus, il est sorti avec Madonna, avec Carmen Electra, etc. C'était un peu une rockstar du basket. Et le joueur, si je ne m'abuse, qui la veille d'un match de finale, était à Las Vegas ou faire du catch. Oui. Ouais. Voilà, bon.
Alors que personne ne savait écouter. À l'heure des réseaux sociaux, ce serait terrible. Lui, il s'en servirait. Ouais. Bon, enfin, Rodman, oui. Oui. Pour ceux qui disent que la ligue est soft maintenant, allez vous refaire un peu de Dennis Rodman et des Bad Boys. Ça va faire plaisir. Ouais. Et pour moi, le dernier joueur que je mets sur cette seconde liste, c'est Russell Westbrook. D'accord. Russell Westbrook, alors, il n'a toujours pas de titre. Il a fait néanmoins une finale NBA. Et Russell Westbrook, c'est surtout celui qui a réussi depuis Oscar Robertson une saison en triple-double. Oui. Mais non seulement il l'a pas fait une fois, mais il l'a fait 3 fois. Il a eu un creux et il l'a refait. Et puis quand on dit le creux, il faut voir aussi les stats. Ça en fait à mes yeux un joueur complètement à part dans la facilité qu'il a de faire des saisons en triple-double. Et je dis bien facilité à faire des saisons en triple-double. C'est quand même pas banal. Allez, d'ailleurs, juste pour mémoire, il a été 9 fois All-Star, 2 fois meilleur scoreur de la Ligue, aussi 3 fois meilleur passeur de la Ligue, 9 fois All-NBA, dans la All-Rookie Team 2009, 2 fois MVP du All-Star, MVP de la Ligue en 2017, et comme tu le disais, allez, juste pour le plaisir, il a fait une saison en 31,6 points, 10,7 rebonds, 10,4 passes. Ou encore, même l'année dernière, on n'en parle même pas, il est même pas dans les listes des meilleurs joueurs de saison, il était à 22,2 points, 11,5 rebonds, 11,7 passes. Voilà. Et il le disait lui-même d'ailleurs, il disait à un moment donné, on le critique, machin, il se bat pour faire les triple-doubles. Il dit, si c'était si facile que ça, vous pensez qu'il n'y aurait pas d'autres joueurs qui tourneraient aussi en triple-double de moyenne? Et je pense qu'il a raison. L'énergie qu'il faut pour faire ça, probablement le joueur avec une espèce d'intensité comme ça, la plus phénoménale qu'on ait vue. Un physique, hein. Un physique, c'est le meneur le plus physique de l'histoire. Je pense. C'est un félin sur un terrain avec une agressivité toujours une agressivité pas sur le joueur, hein, mais une agressivité dans le jeu peu commune. Et il met d'ailleurs. Quand il a des pépins physiques, on voit bien que tout de suite le rendement est à la baisse. Il a besoin de ce physique pour exprimer son jeu. Mais quand il l'exprime, c'est tout à fait exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. Et puis les chiffres que tu viens d'évoquer, bon, pour moi, ça le met automatiquement, avec tout ça, avec les quelques années en triple-double, ça le met automatiquement dans ces 25 qui devront rejoindre les meilleurs joueurs de ces 75 années de NBA. Voilà. Et d'ailleurs, pour aller dans ton sens, même si moi je ne l'ai pas mis à ce niveau-là, je trouve qu'on a une vision biaisée d'Oscar Robertson, justement pour ses stats. Stats où à l'époque il y avait quand même, regardez Will Chamberlain, les stats qu'il était capable de faire, même si c'est exceptionnel. Oscar Robertson, les années où il fait toutes ces stats-là, il gagne pas. Sauf que on n'a pas les informations nécessaires et tout pour avoir cette analyse. Et aujourd'hui, ce qui reste, c'est les stats. Et quand il gagne, finalement, c'est avec Kareem Abdul-Jabbar. Il est en fin de carrière. Donc, là où on pénalise Westbrook, on ne le fait pas avec un joueur comme Oscar Robertson. On magnifie Robertson, là on pénalise Westbrook. Exactement. Tu as raison. Alors que Westbrook fait l'équivalent, mais dans une ère moderne, quoi. Oui. Ce qui est exceptionnel. Plus de joueurs, plus d'intensité, plus d'équipes. Voilà. Effectivement, c'est hors norme. Après, j'aimerais quand même qu'il gagne quelque chose à un moment donné. Hein. On est d'accord. On est d'accord, mais il y a d'autres joueurs qu'on a mis qui n'ont pas gagné le titre de champion non plus. Et donc, on lui souhaite, hein, il a rejoint les Lakers cette année, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on lui souhaite. En tout cas, pour moi, il est déjà là. Voilà. Bon, on termine avec nos petits tableaux où vous pouvez retrouver les 10 joueurs qu'on avait donnés précédemment dans la première vidéo et les 10 nouveaux joueurs qu'on vient de vous donner. Donc, si les calculs sont bons, il en reste 5. Donc les 5, on vous les dévoilera dans une nouvelle vidéo dès demain. En attendant, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de nous donner votre avis. Parce que vous n'êtes forcément pas d'accord. Déjà, nous, on n'est pas tout à fait d'accord. Et pourtant, on regarde les matchs ensemble la plupart du temps. Ça, c'est vachement intéressant de dire « Ah non, moi, je vois plutôt ce joueur-là. Ah, lui, effectivement, il est dans l'élite. » Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis on va aussi voir ce que la NBA continue de nous dévoiler chaque jour. Et on se dit à demain pour les 5 derniers. Je pense que là, on va s'entretuer. À demain.